Donc Philippe Sissoko, donc je travaille chez Eurofins et j'ai en charge l'activité Eurofins INI. Donc c'est un laboratoire de tests et un organisme de certification. On est impliqué dans tout ce qui a trait à la certification et le test de produits électriques électroniques. Donc ça va de la CEM, la sécurité électrique, les contraintes d'environnement et l'aspect cybersécurité. Pourquoi la cybersécurité? Parce que la plupart des produits qui sont concernés par le marquage CE qui existe depuis quelques années vont l'être également à travers la cybersécurité. Les mêmes produits qui comportent des risques par rapport à la sécurité. Donc l'exposé, donc, je vais faire en un quart d'heure. Donc je vais vous dresser le panorama de tout ce qui est en cours et sur le point d'être appliqué ou qui est déjà applicable en matière de réglementation donc, et de certification liée à la cybersécurité. Donc moi, je m'intéresse principalement à l'aspect produit, c'est-à-dire vraiment le produit tel qu'il est utilisé par un end user ou tel qu'il peut être intégré dans des systèmes, des installations ou on va dire des infrastructures beaucoup plus complexes. Pour démarrer, donc je vais démarrer par une question. Est-ce que la cybersécurité, parce que c'est une question qu'on se pose et qu'on nous pose souvent, la cybersécurité est-elle volontaire ou obligatoire? Elle est aujourd'hui obligatoire dans pas mal de réglementations. Ça peut être des réglementations nationales comme des réglementations internationales ou également des réglementations qui peuvent concerner des groupements d'industriels ou des aspects plus liés à la sécurité des différents États. Aujourd'hui, ça devient quelque chose de réglementaire, voire même d'obligatoire, par rapport à tous les risques que les produits vont poser par rapport à la connectivité, par rapport à l'intelligence artificielle. Dans le domaine médical, peut-être que j'ai oublié aussi d'introduire que la moitié de mon activité concerne les dispositifs médicaux, puisque j'ai en charge un organisme de certification qui concerne la mise sur le marché des dispositifs médicaux. Et parmi les exigences qu'on regarde également sur les dispositifs médicaux, donc la cybersécurité est devenue un point important. Et tout ce qui est voiture autonome ou la robotique autonome, et ainsi de suite. Donc quelques données qui commencent peut-être un tout petit peu à dater, qui datent de 2022, de sociétés c'est public, qui ont communiqué un certain nombre de risques et de problèmes qu'ils ont rencontrés vis-à-vis de la cybersécurité et comment ils ont mis en œuvre un certain nombre de solutions à travers, on voit sur la troisième colonne, Information Security Management System, sur quoi ils se sont appuyés pour améliorer ou solutionner leurs problèmes. Aujourd'hui, pour un système, pour un produit, prenons même le produit le plus basique, le plus élémentaire possible, un téléphone portable ou une gateway, on a beaucoup de surfaces d'attaque. C'est-à-dire qu'on peut pénétrer dans le produit de différentes manières. On peut pénétrer de façon filaire, on peut pénétrer de façon radioélectrique par les canaux Wi-Fi, Bluetooth et ce qu'on veut. Et on peut même faire des attaques physiques. On peut démonter le produit et ouvrir ou avoir accès à un certain nombre d'informations au niveau de l'électronique. Donc voilà, cette augmentation des surfaces d'attaque fait que les produits peuvent devenir de plus en plus vulnérables. Et l'exemple que je prends ici, c'est dans le cas par exemple, du dispositif médical où on travaille énormément. On voit que si je prends de façon globale un hôpital avec différents types d'équipements qui sont interconnectés les uns aux autres, tout ça connecté à un cloud et tout ça également manipulé par des personnes. On voit que par différents moyens, le hacker peut pénétrer dans le système et en fonction de la vulnérabilité de tel ou tel élément de la chaîne, pouvoir entrer assez facilement dans cette installation. Dans ces dernières années, c'est encore récent, depuis que l'IT est de plus en plus connecté à l'OT, on a assisté à de plus en plus de problèmes de cybersécurité, tout simplement à travers l'OT, les systèmes industriels, on arrive
à pénétrer au niveau de l'IT quand les choses ne sont pas bien sécurisées. Le panorama de ce qui se fait aujourd'hui en termes de réglementation. Donc moi, je vais essentiellement axer mon intervention sur, comme j'ai dit que c'était sur les produits, sur la directive RED. La directive RED, c'est une directive aujourd'hui qui couvre le marquage CE et qui concerne les équipements de radio électrique. RED, ça veut dire Radio Equipment Device Directive. Donc c'est une directive qui existe depuis assez longtemps, hein, qui est aujourd'hui en vigueur. Et dans cette directive, il y avait comment on appelle ça, des provisions liées à la cybersécurité qui ont été rendues obligatoires en 2021. Donc ces provisions disent que pour tout produit soumis à cette directive, la cybersécurité sera quelque chose à prendre en compte de façon obligatoire. Donc je détaillerai cela un peu plus loin dans ma présentation. Ensuite, il y a le règlement qui couvre les dispositifs médicaux et les dispositifs de diagnostic in vitro, qui est rentré en vigueur en 2021 et depuis le mois de mai 2024 qui est obligatoire. Donc ça veut dire que tous les nouveaux dispositifs médicaux qui sont conçus et qui sont mis sur le marché ou mis en service à partir de cette date de mai 2024 sont soumis à des exigences de cybersécurité. Ensuite, sur les produits qui étaient déjà en circulation ou en utilisation, il y a eu une période transitoire que la Commission européenne a instaurée l'année dernière, puisqu'il y avait une grosse problématique, une impossibilité de pouvoir certifier l'ensemble des dispositifs médicaux existants. Et ensuite, il y a une certification qui est reprise aujourd'hui, qui reste volontaire, mais qui est couvert par un schéma de normalisation qui est très connu pour tout ce qui est produits électriques, automation, PLC. Donc c'est une réglementation qui est régie par l'IECE et qui s'appuie sur une norme qui est la 62443. Donc c'est une norme aujourd'hui qui est très utilisée dans l'automation, dans l'industriel et qui permet de sécuriser une bonne partie de l'OT. Combiné à l'ISO 27001, on arrive à couvrir l'ensemble des exigences OT et IT au sein d'une installation. Ensuite, il y a une certification également qui ne va pas remplacer, mais qui vient aujourd'hui au niveau européen couvrir l'ensemble des critères communs. Donc c'est l'EUICC. Donc en France, il y a certains laboratoires qui sont candidats à ce schéma-là. Le COFRAC a également monté tout un schéma d'accréditation pour être en capacité de pouvoir auditer les labos qui demandent cette accréditation. Ensuite, on a également une réglementation qui concerne le cloud, sur laquelle je ne vais pas m'étendre parce qu'il y a pas mal de discussions au niveau européen. Je pense que même au niveau Europe, il y a des divergences entre certains pays, certains qui veulent plus sécuriser que d'autres, certains qui veulent laisser ça un peu plus ouvert. Il y a également un schéma de certification qui concerne la 5G. Pour finir, un schéma de certification très très bien implémenté qui existe pour tout ce qui est automobile et qui s'applique et qui concerne l'ensemble de tout ce qui est électronique dans une voiture. Donc aujourd'hui, quand on considère une voiture, il y a énormément d'électronique et les fabricants d'automobiles sont tenus de respecter, de s'assurer que les exigences de cybersécurité, les exigences liées au logiciel sont couverts pour l'ensemble des dispositifs qui composent le véhicule. Et enfin, il y a la NIS 2, et mon collègue qui va me suivre parlera en détail de cette réglementation, qui est une réglementation également qui concerne les installations, les infrastructures critiques, et qui va rentrer en vigueur à partir de la fin d'année. Dans le cas du marquage CE, donc comme j'ai dit en introduction, aujourd'hui, le règlement, ce qui est applicable, c'est la directive RED, puisque la directive RED, elle concerne déjà le marquage CE, mais elle couvre un domaine de produits très limité, puisque la directive RED ne concerne que les produits de radiocommunication. Donc il y a le Cyber Resilience Act qui a été publié il y a 2 ans. Donc ce Cyber Resilience Act va instaurer une réglementation cyber plus transverse, en fait, qui va concerner l'ensemble des produits. C'est un peu comme la compatibilité électromagnétique qui aujourd'hui va couvrir l'ensemble de la gamme, enfin, du domaine électrique, électronique, pas que seulement une typologie de produits.
Donc il y a des discussions autour de ce document qui prend en compte un certain nombre d'exigences liées à la cybersécurité et tout laisse à penser qu'il ne sera pas applicable avant 2026, 2027, voire même 2028, puisqu'il y a pas mal d'échanges, de discussions sur les exigences à prendre en compte. Et une fois qu'on est d'accord avec les exigences, il y a ensuite le volet normatif. Il va falloir mettre en place les normes qui permettront de vérifier la conformité aux exigences. Donc, pour revenir au premier sujet, donc la directive RED, qui va rentrer en vigueur à partir de août 2025. Donc, comme je l'ai expliqué il y a quelques minutes, donc la directive RED, elle concernait déjà un certain nombre d'exigences. Par exemple, aujourd'hui, un produit radio, Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee ou ce qu'on veut, pour le mettre sur le marché, on doit apposer le marquage CE. Et apposer le marquage CE veut dire qu'on a respecté des exigences de sécurité électrique, de champ électromagnétique, d'exposition de champs électromagnétiques sur les personnes, de compatibilité électromagnétique et d'utilisation efficace du spectre. Donc à partir du 1er août 2025, vont rentrer en vigueur de façon obligatoire des exigences de cybersécurité à travers l'article 3.3D, E et F. Donc voilà, donc chacun de ces sous-articles va couvrir un domaine lié à la sécurité. Protection du réseau, privacy, la sécurisation des données personnelles, et tout ce qui évitera la fraude. Donc, cette nouvelle réglementation, au même titre que toutes les réglementations qui régissent le marquage CE, elle définit ce qu'on appelle des exigences essentielles. Donc, en gros, cette réglementation, elle dit globalement, il faut respecter un certain nombre de prescriptions en matière de cybersécurité, mais en général, comme toutes les réglementations, directives ou règlements, elle ne dit pas le comment le faire. Elle donne des prescriptions générales en disant, voilà, le produit doit être sûr vis-à-vis de la fraude, on ne doit pas... certaines données doivent être protégées, mais le comment, en général, est pris en compte par la normalisation. Donc c'est le cas actuellement. Donc pour le moment, au moment où je parle, il n'y a pas de normes harmonisées au même titre qu'on a aujourd'hui des normes harmonisées dans le cadre de la CEM, de la sécurité électrique et de la radio. Le CNELEC, comité de normalisation européen, est en train de mettre en place des normes. Donc j'en présenterai quelques-unes d'elles d'ici qu'elles soient harmonisées avant le 1er août 2025 pour pouvoir mettre en application cette réglementation. Voilà, donc globalement, les exigences essentielles disent que le produit doit être conçu de manière à ce qui respectent les trois exigences qu'on a vues tout à l'heure, qui sont couvertes par l'article 3.3 E, D et F. Voilà. Donc soit le fabricant, à partir du moment où la norme est harmonisée, le fabricant peut effectuer lui-même l'évaluation de la conformité de son produit. Donc norme harmonisée veut dire une norme adoptée au niveau européen, publiée par le CNELEC et publiée par la Commission européenne au titre du règlement. Soit il n'existe pas de norme harmonisée et là le fabricant il sera obligé de passer par un organisme tierce partie qui va évaluer sous sa responsabilité à partir d'un certain nombre d'informations que va lui fournir le fabricant qui va évaluer la conformité du produit. Donc qu'est-ce qui se passe pour le cas des produits qui sont déjà en circulation ou des produits qui ont déjà été conçus? Donc la directive, bien sûr, n'est pas rétroactive au sens où les produits que vous avez déjà mis sur le marché ou les produits qui sont encore utilisés, mis en service, il n'y a pas de rétrofit ni de rétroaction sur ces produits en question. Par contre, je fais bien la nuance par rapport aux mêmes produits que vous allez continuer à commercialiser et à mettre sur le marché. Donc si vous mettez des produits sur le marché au-delà du 1er août 2025, ces produits devront respecter la directive RED, donc avec cette exigence de cybersécurité. Voilà, donc je pense que dessus, on a eu beaucoup de questions sur ce type de produit. Donc la réponse est globalement claire et c'est d'ailleurs ce qui se fait aujourd'hui dans le cas des exigences qui sont applicables à CEM. Quand il y a une nouvelle norme de CEM qui paraît ou une nouvelle norme de radio, s'il y a des exigences nouvelles,
Ce n'est pas applicable sur le produit que vous avez déjà mis sur le marché. Par contre, les produits que vous allez continuer de commercialiser, ils devront respecter la réglementation en vigueur. De toute façon, quand il y a ce qu'on appelle la surveillance du marché et qu'il y a des contrôles qui sont faits par, en France, l'ANFR, l'Agence nationale des fréquences, eux, ils se basent sur les normes en vigueur au moment où les produits ont été mis sur le marché ou au moment où ils font tout simplement le contrôle. Alors, quelles sont ces normes qui permettent d'évaluer la conformité des produits? Donc aujourd'hui, dans le domaine de la cybersécurité, il existe 3 grandes familles de normes. Donc on a la EN 303-645 qui est une norme aujourd'hui qui a un avantage, c'est que c'est une norme qui devient internationale. Aujourd'hui, la plupart des pays qui ont mis en place des exigences de cybersécurité utilisent cette norme pour démontrer la conformité vis-à-vis de la cybersécurité. C'est une norme qui commence à entrer dans les mœurs et qui définit 13 exigences en matière de cybersécurité. Et en fonction de la criticité du produit, on peut sélectionner la série des paramètres essentiels qui permettront de démontrer la conformité du produit. Ensuite, on a une nouvelle norme qui vient de paraître. Donc, j'ai oublié de mettre PR parce que c'est encore une norme projet. L'ISO, c'est la famille des normes ISO 18031. Il y a 3 normes, je vais les expliciter un peu plus loin, qui permettent également, par rapport aux différentes exigences de la directive, de démontrer la conformité. Et ensuite, on a celles qui concernent les process industriels, tout ce qui est automation industrielle. Même dans le ferroviaire aujourd'hui, ils ont sorti une norme qui, copier-coller de celle-là, qui permet de démontrer la conformité des installations qui sont utilisées dans le cas de la signalisation ferroviaire ou tout simplement qui sont embarquées dans le train. Voilà, donc actuellement, il y a des normes harmonisées qui sont en cours de fabrication et on espère que d'ici au août 2025, la plupart de ces normes seront publiées et permettront de démontrer la conformité du produit. Donc, ça veut dire que les fabricants doivent se préparer pour pouvoir être prêts en 2025, en août 2025, pour les produits qui vont continuer à mettre sur le marché ou nouvellement mis sur le marché. Donc ça commence. Donc nous, on commence à faire des évaluations par rapport à surtout cette norme-là qui est en application depuis 3-4 ans. Et on a également celle-là sur lequel on est certifié aussi par rapport à ce schéma de certification de l'IECE. Donc en résumé, ça c'est l'évaluation de la conformité par rapport à la directive RED. On voit que ça existe déjà. Il y a des normes qui sont harmonisées et la cybersécurité, elle va venir couvrir ce volet-là, selon qu'il y ait des normes harmonisées ou pas, comme je l'ai dit précédemment. Alors, si on trace la roadmap de ce qui va arriver dans les prochaines années, donc actuellement, ce qui est en passe de devenir obligatoire, c'est cette directive que je viens de présenter. Et à partir de 2027-2028, on va avoir le Cyber Resilience Act. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où ce Cyber Resilience Act sera applicable, la directive RED cessera de s'appliquer en matière de cybersécurité puisque le Cyber Resilience Act va couvrir l'ensemble des produits électriques électroniques. Ça sera un règlement transverse. Voilà. Alors, si on veut rentrer un peu dans la norme ETSI 303-645, c'est-à-dire en tant que tel, aujourd'hui concrètement, si vous nous confiez un produit, qu'est-ce qu'on va regarder en termes d'exigences décrites dans cette norme? Donc cette norme définit un certain nombre de fonctions, de prescriptions de sécurité, donc notamment sur les mots de passe, comment pour le produit on va gérer des mots de passe, comment sont suivis ou comment sont managés ou les vulnérabilités. Donc, est-ce que le fabricant se met au fait des vulnérabilités du produit qui peuvent sortir tous les jours? Comment il met à jour son software, son update? Voilà, on va vérifier un certain nombre de fonctions de sécurité, comment elles sont embarquées au niveau du produit, comment le produit communique avec l'extérieur de façon sécurisée. Et voilà, les surfaces d'attaque, comment elles sont protégées. Tout qui est ouverture qui permet à un hacker de pénétrer sur dans le produit, donc voir comment tout ça est sécurisé. Et voilà, l'intégrité du software et comment tout est monitoré
et comment on gère globalement les données qui rentrent dans le produit. Je vais accélérer. Et la deuxième norme, qui est la norme en projet, la 18031. Donc cette norme, il y en a 3, comme j'ai expliqué. Donc il y en a une qui va dresser les exigences générales de sécurité. Et ensuite, en fonction des exigences de sécurité, on voit ici en vert, par rapport à chacune des normes, ce qu'elle va couvrir. Voilà, on voit que la première, qui est vraiment la norme de base, elle couvre un certain nombre de préceptes. Pour conclure, parce que là, il me reste une minute. Ouais. Donc, d'une manière générale, comment aujourd'hui on évalue la cybersécurité d'un produit? Donc, tout d'abord, il y a une discussion, un échange avec le fabricant. Comprendre le produit, comprendre ce que fait le produit, comprendre les aspects liés à la sécurité du produit et trouver la norme ou les documents techniques qui peuvent être applicables au produit en matière de cybersécurité. Ensuite, on va demander un certain nombre d'informations aux clients, aux fabricants. Donc aujourd'hui, dans chacune de ces deux normes, il existe ce qu'on appelle un document qui s'appelle l'ICSIT, dans lequel le fabricant va décrire son produit, il va décrire les fonctions de sécurité, il va décrire tout ce qu'il a mis en place. Et une fois qu'on a reçu ce document, nous, en tant que labo, on va revoir ce document à travers des checklists, les checklists qui couvrent l'ensemble des prescriptions de la norme, et on va générer ce qu'on appelle un ICS. Donc dans l'ICS, on va valider tous les points de l'ICSIT que le fabricant nous aura confiés, et en plus de cela, compte tenu de ce qu'on va découvrir, on va générer le plan de test adéquat. Et en fonction de ça, on va appliquer un certain nombre d'essais d'évaluation sur le produit. Ensuite, échange encore avec le client, parce que peut-être que parfois, on aura besoin qu'il nous donne des informations complémentaires. Et ensuite, la fin, on écrit un rapport d'essai et on définit le verdict. Soit ça passe, soit c'est fail. Soit c'est fail et on demande des informations complémentaires qui peuvent couvrir les points fail, sortir un rapport de produit conforme. Voilà. Après, je vais peut-être en rester là. Si vous avez l'occasion d'aller dans la norme, donc vous avez des schémas qui expliquent très bien et qui résument ce que je viens de dire et à travers les différentes étapes. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Alors moi j'en ai plusieurs, mais la première c'est finalement RedCap, vous dites que c'est tous les équipements qui émettent des ondes électromagnétiques. En fait c'est 95% des produits actuellement, puisque n'importe quel produit a une connexion Bluetooth, une connexion Wi-Fi, ça peut être Zigbee, ça peut être n'importe quoi. Donc en fait ça couvre 95% des produits, non? Oui, exactement. Aujourd'hui, on voit dans nos demandes, on a, je ne dirais pas jusqu'à 95, mais allez, on va dire 75% des produits qu'on voit au labo sont connectés. Ils ont soit du Bluetooth, soit du Wi-Fi, soit du contactless ou du RFID. C'est les trois, enfin je fais abstraction du cellulaire. Hein. Je parle vraiment dans ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, les short range devices, les appareils de faible portée. C'est ce qu'on va retrouver. Donc, ça couvre beaucoup de produits. Alors, dans ces produits, il y a quand même une partie logicielle de plus en plus énorme, finalement. Est-ce que l'analyse de la cybersécurité, c'est pas l'analyse du logiciel en fait? Pas que. Donc bien sûr, il y a beaucoup de choses qui tournent autour du logiciel, mais il y a aussi des choses, il y a un certain nombre d'aspects qui concernent également les interfaces. Les interfaces au niveau du produit. La première fois que j'ai commencé à travailler en cybersécurité, donc c'était avec le CEA Leti, et à l'époque on avait eu une idée, c'était de fabriquer un scanner de vulnérabilité sur des fonctionnalités de produits connectés, radio, Wi-Fi, Bluetooth, ainsi de suite. Au bout de 2 ans de boulot, on s'est rendu compte que c'était pratiquement irréalisable. Ne serait-ce par rapport aux mises à jour, ne serait-ce par rapport aux vulnérabilités qu'il fallait choisir pour pouvoir activer le scanner. Donc ça a été très très compliqué. Et on s'est dit, on va plutôt se rabattre sur les normes et voir les produits au cas par cas. Alors autrement, on sait très bien que la sécurité, c'est quelque chose d'extrêmement mouvant qui évolue perpétuellement, puisque les hackers sont quand même
assez performant, évolue. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre une norme qui est quelque chose d'assez figé et l'évolution du marché, entre guillemets, de la sécurité? En fait, de la compétence des hackers. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? Ça, c'est une question qui est souvent revenue et je pense qu'il reviendra assez souvent. De toute façon, aujourd'hui, nous, dans le domaine dans lequel on travaille, qui concerne les produits industriels, mais on a aussi beaucoup de produits de la grande distribution de consommation, beaucoup de produits n'ont pas pris en compte le b.a.-ba de la cybersécurité. Donc, je pense que appliquer ces réglementations permettra déjà au moins d'avoir un certain niveau de sécurité. Qu'on peut, allez, je veux dire sécurité par défaut, quoi. Et après, bien sûr, dès que le produit sera sorti du laboratoire, peut-être que le lendemain, une nouvelle vulnérabilité sera publiée. Mais au moins, on aura un premier niveau de sécurité. Et autrement, une dernière question, peut-être une question, oui. Juste un petit complément sur ce qu'a dit par Philippe. Alors là, on ne rentre pas dans une logique de security by design, qu'on soit bien d'accord. Ce n'est pas un produit qui est développé de manière sécurisée de bout en bout. Le gros avantage des normes, quoi qu'on puisse en penser, c'est que dans tous les cas, vous allez parler tous le même langage, vous allez avoir le même référentiel de sécurité, et déjà rien que ça, c'est un exploit à part entière. Partez juste du postulat que si l'attaquant il veut rentrer, il rentrera. Il rentrera sur vos SCADA, il rentrera par n'importe quelle porte, pas que le Bluetooth. S'il y a une interface sur votre HMI, il rentrera dessus. S'il veut, il rentrera. Par contre, le fait d'avoir un cadre normatif avec des exigences partagées, ça veut dire qu'au moins vous parlerez tous le même langage. À un niveau COMEX jusqu'à un niveau RSSI. Et ce, sur l'ensemble de votre champ d'action. Ça vaut tout l'or du monde. Après, la façon dont vous gérez le risque en disant que telle installation est plus critique que d'autres et que vous allez au-delà de la norme, c'est très bien. Mais par contre, à minima, maîtriser les normes dont Philippe parlait, c'est le b.a.-ba, et de toute façon, l'histoire ne s'écrira pas autrement. Et dans quelques minutes, on parlera de NIS 2, qui s'appliquera aussi au champ d'action industriel. Merci. Je vous présenterai après, voilà, Michel Ferry. Voilà. Donc, juste une dernière question. Vous avez fini votre exposé en disant nous, dans notre laboratoire, on vérifie, etc. Alors, ma question, autant la norme, d'après ce que j'ai compris, va devenir obligatoire à partir d'août 2025. Est-ce que le passage dans un laboratoire est obligatoire aussi? Tant que les normes ne sont pas harmonisées, le fabricant devra passer pas par un organisme notifié. Voilà. Donc ensuite, l'organisme notifié, lui, va définir ses critères d'acceptation. Il pourra accepter les tests faits par un fabricant sous sa responsabilité ou pas. Mais dès le moment où les normes vont être harmonisées et publiées par la Commission européenne, le fabricant est libre de les appliquer lui-même, s'il a les capacités de le faire. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Merci.